Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure, tandis que nous allons réfléchir ensemble à notre histoire de peuple. Quelle ne fut ma fierté de visionner les diverses célébrations de notre drapeau, non seulement à travers le pays, mais également à travers la diaspora. En tant que Capois, je fus particulièrement fier de voir cette jeunesse estudiantine danser, festoyer, exprimer sa fierté d'être haïtienne. Et on m'a envoyé d'autres vidéos qui nous sont parvenues de l'ouest du pays, lorsque la population civile, arborant son drapeau, son bicolore, marchait pour réclamer un changement. Cette fierté, je l'ai éprouvée aussi en observant ce qui se faisait à travers la diaspora haïtienne. La diaspora haïtienne de l'Amérique du Nord, mais la diaspora haïtienne des Antilles, la diaspora haïtienne de l'Amérique du Sud, la diaspora haïtienne européenne. Et je me suis surpris à me demander, bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il nous manque pour lancer enfin le développement haïtien? Qu'est-ce qu'il nous manque pour lancer enfin le chantier du relèvement d'Haïti? Nous avons une population jeune, nous avons une population dynamique, nous avons une population ingénieuse. Tout ce qu'il nous manque, ce sont de vrais et bons leaders. L'avez-vous remarqué? Si vous comparez la fierté haïtienne, par exemple,
à la fierté d'autres peuples. Je ne suis pas sociologue, mais en tout cas, la fierté des autres peuples ne se mesure pas à la même aune que nous. Peut-être que les autres peuples sont plus introvertis, peut-être qu'ils expriment leur fierté lors de la célébration de leur drapeau autrement, mais nous ne cachons pas cette fierté. D'est en ouest, du nord au sud, partout à travers le pays, partout dans la diaspora haïtienne, on célébrait le 18 mai. Il y a quelque chose là que la population haïtienne nous transmet comme message. Il y a quelque chose que nous communiquons par cette fierté. Il y a quelque chose que nous communiquons par ces diverses célébrations. Si on regarde la chose de l'extérieur seulement, on peut se dire, mais que célèbre la population haïtienne? Notre capitale est encerclée, notre capitale est engluée par des gangs armés, nous sommes présentés au monde comme le peuple le plus appauvri de l'hémisphère. Quand vous suivez un cours en relations internationales, en droit international, le premier exemple qui vient en tête quand on veut parler d'un État failli, quand on veut parler d'un non-État, c'est Haïti. Et pourtant, c'est une population qui refuse de sombrer dans le désespoir. C'est un peuple qui refuse de sombrer dans la désespérance. C'est comme s'il y a en nous les Haïtiens, quelque chose qui nous rappelle que malgré nos déboires, malgré la longueur de la route, malgré nos péripéties affligeantes, nous sommes appelés à un destin manifeste, en sorte que un soldat peut tomber. Nous essuyons déception après déception, mais nous refusons obstinément de sombrer dans le désespoir. Ça, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis placé pour vous le dire. Je vis en terre étrangère depuis plus de 35 ans maintenant. J'ai le privilège de rencontrer des ressortissants de nombreux pays. J'ai le privilège de voyager partout à travers le monde. Et ce que je vais vous dire là, je le dis sans chauvinisme aucun, je le dis avec un réalisme cru. Il y a quelque chose chez l'Haïtien qu'on ne retrouve pas ailleurs. On va essayer de parler de cela. Ce quelque chose-là, on va essayer de le décliner, on va essayer de le décomposer, on va essayer de l'analyser au sens premier du terme, c'est-à-dire de prendre l'ensemble de ce quelque chose-là, de le démonter en pièces uniques, et de tenter de remonter la chose pour dire, mais tenez, c'est ça l'Haïtien. Et si nous le faisons aujourd'hui de cette manière, ce n'est point pour nous flatter, ce n'est point pour nous bomber le torse, ce sera pour nous dire, mais qu'est-ce qu'il nous manque pour lancer enfin le chantier du développement. Nous verrons que, comparé à d'autres peuples, nous avons vraiment de quoi qui fait l'envie des autres. Nous avons une histoire unique. Et quand je dis histoire unique, c'est une histoire unique, pas au sens générique qui veut que chaque peuple, chaque collectivité détienne sa propre histoire. Oui, ça c'est vrai aussi. Mais en termes d'histoire édifiante, nous sommes uniques. En termes de ce que nous avons fait de particulier, nous sommes uniques. Je sais que de nos jours, il y a un courant qui tend à nous reprocher de nous vanter de notre passé, au motif que tout ce dont nous pouvons nous vanter, c'est de notre passé. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas nous vanter de notre futur parce que nous ne connaissons pas notre futur. Nous avons des leçons à tirer de notre présent, j'en suis sûr,
Mais ce n'est pas parce que j'ai des leçons à tirer de notre présent que je vais m'empêcher d'être fier de mes ancêtres, d'être fier de notre histoire, car c'est dans notre histoire que nous devons puiser les ressources qu'il faut pour rebondir dans le présent, afin que le futur ne ressemble pas à ce que nous vivons aujourd'hui. Ces images qui me sont parvenues de partout lors de la célébration du 18 mai m'ont fait reprendre courage en l'avenir de notre pays. Un peuple qui refuse de sombrer dans la dépression, un peuple qui refuse de sombrer dans le découragement, quitte à être taxé de naïveté. Vous savez, ceux qui nous regardent de l'extérieur disent, écoutez, mais c'est un peuple naïf. Un peuple qui se contente de peu. Un peuple qui danse dans n'importe quelle circonstance. Un peuple qui rit et qui sourit, qui fait la fête même dans la misère. En ceci, l'expression de feu le professeur Leslie Maniga, enfin de feu le président Leslie Maniga, est légendaire, cette phrase. Haïti, c'est le pays de la misère joyeuse. Il y a de la misère, oui, mais il y a aussi de la joie. Il y a de mauvaises nouvelles, mais il y a quand même des célébrations. On essuie des déceptions, mais on continue de regarder vers l'avant. En sorte que les sociologues étrangers définissent les Haïtiens comme le peuple qui va, le peuple qui marche. Nous marchons. Nous cherchons quelque chose, nous sommes en quête de quelque chose, nous soupirons après quelque chose, nous aspirons à quelque chose que nous n'arrivons pas toujours à définir. Et c'est le rôle des leaders, c'est le rôle des élites de définir ce à quoi le peuple aspire, de l'aider à l'atteindre. L'émission d'aujourd'hui sera spéciale en ce que nous allons réfléchir sur ce qui fait de nous un peuple particulier. Des ethnologues, des anthropologues, des sociologues ont produit des travaux dignes de mention en ce sens-là, à commencer par celui qu'on appelle le père de l'ethnologie haïtienne, le docteur Jean Price-Mars. On va voir ce qu'il a dit, ce que d'autres ont dit de nous. Et vers la fin de l'émission, nous réaliserons ensemble que tout ce qu'il nous manque, ce sont de vrais, de bons leaders. Des leaders patriotes, des leaders compétents, des leaders visionnaires, des leaders qui s'oublient au profit de la masse, des leaders qui servent les autres plutôt que de se servir eux-mêmes. En fait, c'est tout ce qu'il nous manque. L'historien, moi, qui aime faire de l'histoire comparée, vous dira que il y a 60 ans, la Chine se trouvait dans une bien pire posture que nous. Il y a un peu plus de 60 ans, personne ne fondait aucun espoir sur l'avenir du peuple chinois. C'est à ce point vrai que quand le conseiller à la Maison-Blanche, le conseiller en matière de sécurité à la Maison-Blanche, Henry Kissinger, disait au président Nixon qu'il faut faire attention à la Chine parce qu'un jour, la Chine va devenir une grande puissance. Le président Nixon n'a pu s'empêcher de pouffer de rire car il savait, monsieur Nixon, le président Nixon, que c'est un peuple qui n'avait rien à manger. Quand quelqu'un mourait dans une famille en Chine, c'était presque une célébration car on se nourrissait même des cadavres. C'était même une bonne nouvelle que de perdre un membre de la famille car c'était une bouche de moins à nourrir. Et cela allait expliquer pourquoi l'État chinois a dû imposer la politique de l'enfant unique. Il y avait trop de bouches à nourrir. Pas assez de terres agricoles, pas assez de moyens pour créer de la richesse, d'abord, ensuite de la distribuer. Mais voilà qu'un certain Mao et d'autres ont pris le pouvoir.
Ils ont fait une proposition à la population. Ils ont effectué les changements nécessaires. Ils ont botté les culs qu'il fallait botter, roulé les têtes qu'il fallait rouler. Et regardez aujourd'hui où se trouve la Chine dans la vie internationale. Regardez aujourd'hui où se trouve la Chine dans la production internationale. La Chine est devenue rien de moins que le grenier du monde. Et pourtant, le relèvement de la Chine ne date pas d'un siècle. Le relèvement de la Chine date d'à peine un peu plus de 60 ans. Donc, on peut remonter facilement au temps où la Chine n'était pas là où elle est aujourd'hui. Et je tirerai d'autres exemples de l'histoire du peuple juif qui a connu tant de péripéties. Et pourtant, regardez où se trouve aujourd'hui l'État hébreu. Vous connaissez mes convictions par rapport aux politiques nazies de Benjamin Netanyahou. Ce n'est pas de cela qu'il s'agira aujourd'hui, mais il s'agira de poser un regard lucide sur les progrès énormes, les progrès pharaoniques, c'est le cas de le dire, puisque le pharaon c'est l'Égypte c'est l'Afrique. Donc, les progrès pharaoniques qu'a réalisé l'État hébreu de 47 à nos jours. 47, c'était tout de suite après la deuxième grande guerre. De 47 à nos jours, Israël est devenu un État qui compte. Nous aussi, peuple haïtien, nous comptions. Voyez-vous, lors des grands rendez-vous internationaux, on pouvait compter sur Haïti. Il fallait négocier avec Haïti, que ce soit lors des grands événements culturels, que ce soit quand il fallait reconnaître ou accueillir un nouvel État dans le concert des nations, que ce soit pour rédiger des actes fondateurs du nouvel ordre mondial, nous étions un État qui comptait dans le concert des nations. Que nous est-il arrivé, diable, pour que nous soyons aujourd'hui à la remorque des États? Que nous est-il arrivé pour que nous soyons aujourd'hui en queue de peloton? Je poserai aussi ce diagnostic cru-là. Pourquoi nous en sommes là? Mais vous comprendrez qu'au regard du manifeste haïtien, qu'au regard du destin manifeste, qu'au regard de l'unicité de notre histoire, nous ne pouvons pas sombrer dans le découragement. C'est ce message que la population civile haïtienne nous envoie. C'est ce message que la jeunesse haïtienne nous lance. Nous devons saisir la balle au bond, exploiter ce qui est exploitable, nous débarrasser de ce dont nous devons nous débarrasser et lancer véritablement le chantier du développement haïtien. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui sera de nature à nous aider à réfléchir. Je vous reviens après, c'est convenu. Aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure, les amis. Avant la pause, on s'était proposé de définir, et quelle gageure, hein, ce quelque chose-là dans l'haïtien qui fait qu'il est unique. Évidemment, ce quelque chose va se décliner en plusieurs éléments qui couvriraient
à eux seuls le contenu de plusieurs émissions et ce n'est pas tant mon intention ce matin. Je veux seulement relever quelques traits caractéristiques de notre identité de manière à répondre à la question que j'ai lancée au début de l'émission, mais qu'est-ce qu'il nous manque? Eh bien, un premier élément important dans ce quelque chose identitaire haïtien, c'est notre capacité de transformer nos malheurs en tremplin pour la réussite. Il y a un livre qui fait beaucoup parler de lui ces jours-ci. Il s'agit d'un roman écrit par un jeune ressortissant haïtien qui s'est installé depuis peu au Canada, mais qui vient de faire paraître son premier roman et ça cartonne un peu partout. Pas moins de 25 maisons d'édition dans 25 pays différents veulent éditer ce roman. Et lorsque vous prenez le temps d'entendre la trame factuelle, lorsque vous prenez le temps d'écouter l'auteur, que je félicite d'ailleurs, de quoi s'agit-il dans ce roman? Mais de l'histoire de l'invasion des quartiers populaires, des quartiers résidentiels par des gangs qui entrent, qui foutent le feu, des gangs qui menacent la vie des gens. Et le jeune homme lui-même a dû fuir. C'était ça ou mourir, répète-t-il. Et voilà qu'il trouve dans cette histoire macabre l'occasion d'entrer, et quelle entrée spectaculaire, dans le monde des auteurs. Le voilà qui a voulu nous proposer un essai et il récolte une œuvre de grand maître. Et ce que ce jeune homme réalise par son histoire personnelle, ce qu'il réalise grâce, et j'ai envie de dire, grâce à ses malheurs personnels, mais c'est l'histoire de tout un peuple. En sorte que, quand on tente de définir ce quelque chose de particulier chez l'haïtien, mais on ne peut éviter de se dire, mais nous avons cette capacité de transformer nos malheurs en opportunités de rebondissement. C'est à proprement parler ce qu'on appelle la résilience. C'est la capacité de rebondir après l'épreuve, c'est la capacité de rebondir dans l'épreuve, en sorte que pour l'haïtien, tout est tremplin vers la réussite. Bien sûr qu'on pourra toujours dire, ouais, mais c'est une réussite personnelle, c'est vrai, mais ce que ce jeune homme exprime personnellement reflète quelque chose de collectif. Le malheur n'est jamais suffisamment que malheur pour l'haïtien. Il recèle toujours un je ne sais quoi qu'il peut transformer en tremplin vers la réussite. J'écoutais cette histoire, je regardais le jeune homme, histoire de malheur, histoire de faillite de l'État, histoire de violence, histoire de pauvreté, histoire de misère. Et il met tous ces ingrédients-là dans un chaudron et il nous sort un roman extraordinaire. Mais c'est aussi ça, l'haïtien. Tout est occasion pour créer. Vous savez que l'UNESCO a déjà dit de nous que nous sommes l'un des peuples avec les plus grandes capacités artistiques, avec le plus grand sens de créativité. C'est à ce point vrai que vous donnez 2 cailloux à un Haïtien, il en fait un instrument de musique. Vous observez la peinture haïtienne, ce qu'on appelle péjorativement la peinture naïve. 9 fois sur 10, ce sont des gens qui n'ont jamais suivi un seul cours de peinture. Ce ne sont pas des gens qui ont fait les beaux-arts.
Leurs œuvres sont pourtant exposées partout dans les grands musées à travers le monde. Alors si ça, ce n'est pas ça le génie, si ce n'est pas ça la créativité, alors il faudra redéfinir ces mots. Donc, vous voyez, contrairement à ce que veut ce courant, selon lequel mais il n'y a rien à célébrer ces jours-ci, il faut plutôt pleurer, il n'y a rien dont on puisse être fier aujourd'hui, ce n'est que, sinon que le passé, mais si vous prenez le temps d'observer ce verre, bien sûr qu'il est à moitié vide, ce verre, mais il est à moitié plein aussi. Et la manière dont la population civile a célébré le 18 mai m'impose, me commande de vous inviter à regarder ce côté plein. Il y a des sociétés qui, pour s'en sortir, ont dû faire le dur apprentissage de l'optimisme. Ah oui, mais arrêtez de vous décourager, arrêtez de penser que vous ne valez rien, arrêtez de penser que vous n'y arriverez jamais. Mais on n'a pas besoin de faire cette leçon à l'haïtien. L'haïtien est naturellement optimiste. Il est naturellement porté à voir le verre à moitié plein. Si Dieu veut, hein, le fameux si Dieu veut. Hein. Le fameux aussi longtemps que nous avons une tête, mais on peut espérer porter un chapeau. Hein. Le fameux, mais les jours vont, les jours viennent, mais demain sera meilleur. Mais tout ceci a fini par constituer en nous un socle d'optimisme grâce auquel nous transformons les éléments de notre malheur en opportunités pour réussir. Il faudra que les élites, il faudra qu'un vrai leadership s'attelle à nous orienter au-delà de nos succès individuels vers un succès beaucoup plus collectif, ce qui nous manque. Je dois le reconnaître. Mais en attendant, je constate que dans ce je ne sais quoi qui définit l'haïtien, on dirait qu'en nous, il n'y a pas de ténèbres qui soient suffisamment opaques, il n'y a pas de noirceur qui soit suffisamment infranchissable pour qu'on ne la transforme, cette noirceur, en lumière. Voilà qu'un état de fait ténébreux, voilà qu'une trame factuelle désespérante se transforme tout à coup en la recette pour un best-seller littéraire. Et vous entendez l'auteur parler, il aurait pu en produire 100 autres, hein, à partir des mêmes histoires, à partir des mêmes choses et gens entendus, pour reprendre la formule consacrée de Sixto, un autre génie. L'haïtien, un peuple qui danse. Ah, mais cette joie de vivre, les amis, elle est enviable. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Je connais des peuples, je connais des populations qui ont un PIB extraordinaire, des États qui ont un niveau d'éducation enviable, des États qui
qui offrent à leur jeunesse tout ce dont la jeunesse haïtienne rêve. Et pourtant, quand vous regardez le taux de suicide dans ces États-là, vous dites, mais bon Dieu, c'est quoi leur problème? Vous regardez le taux de jeunes qui sont sous médication, qui ont besoin, n'est-ce pas, de prendre ces médicaments-là pour ne pas se faire du mal, pour pouvoir se réveiller tous les jours, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir une raison de vivre. Mais vous dites, mais là, nous sommes un peuple béni. Cette joie de vivre, nous l'avons naturellement, cette capacité de danser au sens de festoyer, cette capacité justement de célébrer un si peu que rien, comme on dit dans notre culture. Mais c'est extraordinaire, ça. C'est grâce à ça qu'on se lève le matin, malgré le fait qu'on peut ne pas rentrer chez soi. C'est grâce à cela qu'on part, même si on n'a pas un chez soi. C'est grâce à cela que même si on est privé de tout, on continue à se dire, les jours vont, les jours viennent, demain sera meilleur. C'est cette joie de vivre-là qui permet à l'Haïtien d'être sans école d'art, sans école de musique, d'être un porteur de culture extraordinaire. Et vous voyez, là encore, je suis placé pour l'observer en terre étrangère. Nos politiciens sont véreux. La justice haïtienne est censitaire, elle est vénale. Et pourtant, nos ambassadeurs culturels continuent de faire la joie du monde et des gens. J'oublierai jamais cette réaction première. J'avais fait la connaissance d'une dame qui n'avait jamais entendu parler de la musique haïtienne, qui n'avait jamais entendu une seule voix haïtienne. Et là, je lui ai offert un CD là, d'une chanteuse haïtienne. Et waouh, il fallait voir dès les premières notes, la dame, cette étrangère, s'est mise à danser, s'est mise à tournoyer. On dirait qu'elle dansait sur un yanvalou. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans notre culture qui est entraînant, quelque chose dans notre culture qui communique cet optimisme, quelque chose dans notre culture qui communique cette joie de vivre. Cette joie de vivre là, malheureusement, ça ne s'apprend pas ailleurs. Nous l'avons en nous, c'est dans notre ADN. Vous savez qu'autrefois, dans les années 50, tandis que le tourisme international commençait à peine à voir le jour, le tourisme dans les Caraïbes a pris naissance justement dans les années 40, dans les années 50 en Haïti, mais les gens se rendaient en Haïti pour cette joie de vivre. C'était en 2009, je peux vous en parler, lors de la célébration du 100e anniversaire de Jacques Roumain. Il y avait donc des activités culturelles dans le pays et nous étions plusieurs à être invités par le gouvernement de Jacques-Édouard Alexis à venir parler de ce que Jacques Roumain représentait en littérature, en culture, etc. Et je faisais partie d'une délégation internationale, une délégation qui arrivait de la Belgique, qui arrivait de la France, qui arrivait de l'Allemagne, qui arrivait du Canada, bien sûr, etc. De ce nombre était Rodney Saint-Éloi, l'éditeur de ce nombre était le psychiatre Joël Desrosiers. Et il y avait une professeure de littérature à l'Université de Montréal, une femme qui habitait dans le quartier d'Outremont, un quartier huppé. Nous sommes allés en Haïti pour quoi? 8 à 10 jours. Nous devions chacun présenter une conférence dans des villes différentes du pays et j'oublierai jamais ça. Cette femme, une juive,
qui débarque en Haïti pour la première fois, même si elle a enseigné la littérature haïtienne pendant une bonne dizaine d'années à l'Université de Montréal, elle débarque à Port-au-Prince. Le destin a voulu qu'elle fût envoyée à Jacmel, dans le sud-est du pays, pour parler de Jacques Roumain. Et quand 10 jours plus tard, on devait rentrer ici au Canada, elle n'est pas revenue. Elle a choisi de ne pas revenir. Pourquoi? Elle a dit que c'est la première fois qu'elle trouve une population aussi joyeuse, une population aussi entraînante. C'est la première fois qu'elle est exposée à une si grande joie de vivre. Elle a renoncé à son poste de professeur titulaire de littérature à l'Université de Montréal. Elle s'est installée depuis en Haïti. Pourquoi? Parce que c'est la première fois, dit-elle, qu'elle fut exposée à une si grande joie de vivre. Voyez-vous, ce qu'on nous reproche de nous contenter de si peu est au fait une vertu. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune et que j'allais passer quelques jours de vacances dans ce qu'on appelle le pays en dehors, l'arrière-pays, la campagne, etc. Eh bien, le paysan, il se contentait vraiment de peu, hein? Il n'avait pas toutes les infrastructures dont on se vante dans des pays développés, etc. Il fallait marcher sur plusieurs kilomètres pour ramener de l'eau. Pas d'électricité, donc pas d'eau courante. Mais je ne connais pas d'être plus bienveillant, d'être plus joyeux, d'être plus joviaux que les paysans haïtiens. Là, ils n'ont pas de télé, c'est pas grave. Ils vont créer leurs propres amusements. Les fameux combats de coq. Tous les après-midi, il y avait un combat de coq, ça amusait le peuple. Mais regardez, ils n'ont pas été à des écoles de danse, mais ils ont de ces danses qu'ils exécutent naturellement et qui remontent, semble-t-il, à l'époque de la colonie. Des pas de danse qu'on va attribuer à l'empereur Jean-Jacques Dessalines lui-même. Le fameux tressé le 8. Oh là là! Là, ils n'ont pas de caviar, ils n'ont pas de machin. Mais ces gens-là vont vous concocter une cuisine, à vous lécher les doigts, que dis-je, à vous les couper les doigts. Ils n'ont pas d'instruments électroniques, mais avec un seul tambour, ils finissent par entraîner tout le monde. Ils n'ont pas de couvert extraordinaire, mais ils vont toujours vous réserver une tasse, une assiette. Ils ne font pas bombance, mais ils auront toujours de quoi partager avec vous. Manger cuite pas guémette, c'est ce qu'on dit chez nous. La nourriture cuite n'appartient plus à personne, elle appartient à tout le monde. Alors cette collègue de l'Université de Montréal, juive de son état, canadienne, de nationalité, professeure de son état, a renoncé à tout ce qu'on appelle confort pour s'établir à demeure à Jacmel, car nous, dit-elle, elle n'a jamais vu, elle n'a jamais été exposée à une si grande joie de vivre. Vous savez, les diplomates haïtiens, à la blague, les diplomates étrangers qui sont accrédités en Haïti disent à la blague qu'il y a peut-être un maringouin, une espèce de moustique en Haïti qui vous injecte la piqûre de la passion d'Haïti. Il n'y a pas un seul diplomate haïtien, un seul diplomate étranger accrédité en Haïti qui ne vous parle d'Haïti en des termes dithyrambiques. Ils vont vous dire c'est le plus beau pays, ils vont vous dire c'est la plus belle cuisine, ils vont vous dire mais c'est la culture la plus entraînante, ils vont vous dire mais quel peuple jovial, quel peuple hospitalier, quel peuple courtois. Aujourd'hui, la compagnie Airbnb fait son beurre dans la colocation, pas vrai? Mais ce principe-là, nous l'avons en nous naturellement.
Quand un Haïtien explique à son collègue de travail qu'il a été à New York, qu'il a été à Paris, qu'il a été je ne sais où, mais l'étranger va lui dire, mais comment tu fais pour payer l'hôtel pendant 10 jours à New York? Comment fais-tu pour payer l'hôtel pendant 2 semaines à Paris? Comment fais-tu pour payer l'hôtel pendant... Mais Haïtien lui répond toujours, mais je n'ai pas besoin de payer l'hôtel, j'ai une cousine ou la cousine d'une cousine d'une cousine, mais peu importe, le cousin du cousin du cousin, peu importe là, mais il y aura toujours quelqu'un pour nous accueillir chez lui, même si on le rencontre pour la première fois. Vous voyez? Si on cessait ne serait-ce qu'aujourd'hui de regarder le verre à moitié vide et qu'on regardait ce je ne sais quoi qui fait de nous un Haïtien, nous réaliserons qu'il ne nous manquera pas grand-chose pour lancer le chantier du développement. On observe cette pause. Je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Avant la pause, on tentait de capter, on tentait de mettre en boîte ce je ne sais quoi qui fait de l'Haïtien un peuple unique. On parlait de la joie de vivre, on parlait de notre hospitalité légendaire, on parle de notre créativité singulière, de notre proverbiale joie de vivre. Mais regardons la chose maintenant du point de vue démographique. La plupart des Haïtiens n'ont pas 25 ans. Nous avons donc une population jeune. Vous savez ce que ça veut dire? Du point de vue de la force du travail, ça veut dire que Haïti n'aura pas de problème de main-d'œuvre. Tenez, à contrario, le Québec a le problème contraire. Dans les prochaines années, il y aura au Québec plus de gens à la retraite qu'il y en aura sur le marché du travail. Cela posera un problème énorme. La véritable question consistera alors de savoir, mais qui va payer pour les services publics quand la majorité d'une population se retrouvera à la retraite, mais les jeunes vont devoir redoubler d'efforts pour payer pour les services de ceux qui nous ont conduits à ce niveau de développement. Mais Haïti a le privilège contraire. Nous sommes donc assis sur une mine d'or extraordinaire. Vous imaginez si nos leaders, si nos dirigeants saisissaient cette opportunité? Au fait, tout ce que notre jeunesse attend, c'est d'être formée. Tout ce que notre jeunesse attend, c'est d'être guidée. Tout ce que notre jeunesse attend, c'est d'être orientée. Tout ce que notre jeunesse attend, c'est d'avoir des modèles de civisme, des modèles de patriotisme pour élever ce pays à sa dimension historique. Ce peuple phare, comme disait Victor Hugo. Mais voyez-vous, et donc cela se comprend, les amis. Et évidemment, au cours des dernières années, cela a un peu changé. Moi, quand je grandissais, des Haïtiens qui se suicidaient, on n'en entendait jamais parler. Pourquoi? Parce que le meilleur était toujours devant nous. Bien sûr que les parents avaient leurs difficultés. Quelques-uns d'entre eux avaient besoin de boire un coup pour pouvoir faire face aux difficultés du lendemain. Mais, règle générale, l'Haïtien ne se suicide pas.
On dirait que ce n'est pas fait pour nous, ça. Mais pourquoi? Parce que nous avons une jeunesse dynamique, parce que nous avons une jeunesse qui croit en l'avenir, mais qui attend d'être formée, qui attend d'être éduquée, qui attend des modèles. En sorte que vous prenez un jeune Haïtien, vous le placez dans un contexte autre que celui qu'il connaît actuellement, il brille de tous ses feux. En décembre dernier, j'étais en Afrique, en particulier à Lomé. Oh là là. Il y avait un concours de littérature pour les moins de 20 ans. Un concours de littérature pour les moins de 20 ans parmi les peuples afro-descendants, les peuples noirs, etc. Imaginez, chers amis, des centaines, que dis-je, près d'un millier de copies. Et là, lorsqu'on a appelé les lauréats, etc., voilà, j'étais fier d'être noir et j'ai jeté un œil sur le sujet que les jeunes devaient traiter, etc. Et vous savez quelle ne fut ma fierté lorsque le lauréat de la chose était un Haïtien. Et je me suis approché de lui pour dire, mais bon Dieu, mais quelle fierté, moi aussi je suis haïtien, depuis combien de temps vis-tu en terre étrangère? Cela faisait seulement 2 ans depuis qu'il vivait à Paris. Il a raflé tous les prix. En sorte que le problème de l'haïtien, ce n'est pas un problème d'intelligence, ce n'est pas un problème d'adaptation. Nous avons une jeunesse qui n'attend que des modèles, qui n'attend que d'être instruite, qui n'attend que d'être éduquée pour briller de tous ses feux. Il y avait cette jeune, encore une fois, Haïti ne manque pas de ces jeunes talentueux, cette jeune fille-là qui a été en Afrique dernièrement et qui, à bon Dieu, prononçait un discours tellement enflammé, un discours tellement édifiant, que c'en est devenu un phénomène social. Des Africains m'en parlent, mais qui est cette jeune fille-là, bon Dieu? Mais quel patriotisme, quel éclat dans les propos, mais surtout quelle lucidité. Voyez, les amis? Si on isole tout ce que nous avons de vertueux, tout ce que nous pouvons offrir ou nous offrir pour un meilleur avenir, savez-vous tout ce qu'il nous manque? De bons leaders. Tout ce qu'il nous manque, c'est des leaders visionnaires. Tout ce qu'il nous manque, c'est des leaders qui captent ces vertus et qui disent, regardez, I got you. Je vous comprends. Vous êtes intelligent, vous êtes optimiste, vous êtes débordant d'énergie, vous êtes talentueux. Tout ce qu'il vous manque, c'est un cadre facilitateur pour l'éclosion de ces talents. Alors, nous allons vous offrir tout cela. Parlez-moi du Japon, qui a encaissé 2 bombes atomiques de la part des États-Unis. Nous sommes en 1945. Aujourd'hui, le Japon, c'est c'est l'une des plus grandes puissances technologiques. Pourquoi? Parce que les leaders ont compris que, le plus grand talent, c'est le cerveau humain. La plus grande ressource, c'est le capital humain. Les leaders se sont retroussés les manches. Nous avons perdu des citoyens, mais nous avons encore un territoire ingrat, un territoire aride, mais la meilleure ressource, répétez-je, nous l'avons, c'est le cerveau humain. À partir du cerveau, nous allons faire de notre pays quelque chose d'enviable.
on en est toujours dans ce je ne sais quoi de l'haïtien, mais en général, l'haïtien est sans complexe. C'est un peuple tellement travaillant. Une fois, je présentais une conférence à Trois-Rivières. Là, j'étais invité par des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et je dis, l'haïtien, c'est le meilleur immigrant qui soit. Quand l'haïtien arrive dans un endroit, peu en importe l'endroit, qu'il ait ses papiers ou non, il s'en fout de ne pas avoir des papiers. Il va travailler. Faites-moi confiance, il va travailler. Il va étudier. Et il va s'acheter une maison. Regardez, ça là, c'est le pattern haïtien en immigration. Il va travailler. J'avais dernièrement des ouvriers québécois qui devaient exécuter une certaine tâche à la maison et décidément, c'était la semaine de ma fierté haïtienne. J'étais tellement fier d'entendre ces Québécois nous parler des Haïtiens comme d'un peuple tellement travaillant. Ils apprennent vite. Ils arrivent dans un certain endroit, que ce soit le secteur de la santé, que ce soit le secteur de la restauration, que ce soit le secteur de la construction. Ils n'en demandent pas beaucoup. Les rudiments de la chose, et faites-moi confiance, après quelques semaines, ils vont compter parmi les meilleurs ouvriers. Et entendre des étrangers me parler en ces termes de mon propre peuple, mais bon Dieu, ça a fait ma journée. C'est pas un peuple paresseux qui bêche au corneille toute sa sainte journée, comme on dit chez nous. Ce n'est pas un peuple qui se fait prier pour chercher du travail, mais il en cherche. 9 fois sur 10, mais il n'a pas les papiers, mais avec ou sans papier, il finit par trouver quelque chose. Donc, lorsque ces leaders viendront, lorsque ces leaders émergeront, et vous notez que je parle des leaders, il faut éviter d'avoir cette pensée messianique où il nous faut un homme ou une femme. Non, le leadership est plutôt collectif. Lorsque ces leaders viendront qui indiqueront le chemin à suivre à cette jeunesse, bon Dieu, il ne nous en prendra pas beaucoup pour nous développer. Il m'arrive d'échanger avec des jeunes haïtiens qui vivent à l'étranger. J'ai un jeune ami qui vit en République dominicaine, jeune homme fier, travaillant. Et il était surpris de m'entendre dire que si dans les années 60, la Chine était ce pays dont tout le monde se moquait, et regardez 60 ans plus tard où elle en est, la Chine, je lui ai dit que en 40-50 ans, là, avec les bons leaders, avec des leaders qui ont la vision qu'il faut, des leaders patriotes qui s'oublient pour servir la masse, en 40-50 ans, Haïti peut être ce phare auquel elle est destinée. Chiffre à l'appui, exemple à l'appui. J'ai réussi à le convaincre. C'est pas pour rien que le département d'État avait demandé que le peuple haïtien soit cette main-d'œuvre taillable et corvéable pour tous les pays de la région. Pourquoi? Parce que ces étrangers savent à quel point nous sommes travaillants. Ces étrangers savent à quel point nous apprenons vite. Ces étrangers savent à quel point nous nous adaptons facilement au nouveau contexte, aux nouvelles conjonctures, à un nouveau climat, etc. Je connais ici une dame qui sait peut-être à peine signer son nom, hein. Plus d'une 60aine d'années, qui arrive ici au Canada, qui trouve du travail, qui vit seul, qui va à la banque, qui parle aux responsables du gouvernement. Et quand j'entends cette dame
J'ai dit, bon Dieu, mais quelle ingéniosité, quelle créativité langagière. Une dame qui signe à peine son nom et le Québec, c'est un pays où à peu près tout se fait par écrit. La dame arrive à frayer son chemin de manière autonome. Et je me suis surpris à dire, mais c'est ça l'haïtien. Un peuple intelligent, un peuple travaillant, un peuple ingénieux, un peuple sans complexe. Il ne se considère pas comme étant le meilleur, mais il n'est pas pire non plus. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on lui laisse sa chance. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on lui crée un contexte facilitateur et vous verrez comment il va pouvoir construire sa maison, comment il va pouvoir créer son entreprise. Les Madame Sarah, là, nos proverbiales femmes d'affaires haïtiennes, mais 9 fois sur 10, elles ne savent pas lire. Elles inondaient, en tout cas, tout le pays de leurs produits. Elles traversaient le pays du nord au sud, d'est en ouest, pour écouler leurs marchandises. Mais c'est des femmes qui ont une notion innée des affaires, une notion innée de la négociation. Quand un Haïtien réussit, il réussit malgré le contexte. Hein? Et ça, c'est un génie, ça. Dans tout pays, on va vous dire que l'État doit être facilitateur du développement. C'est vrai, ça. L'État doit créer les infrastructures qui facilitent les échanges. On aime à dire en économie que l'économie, justement, passe par la route. Mais en Haïti, on n'a rien de cela. L'État ne fournit pas l'électricité, mais les familles vont s'arranger pour avoir le courant électrique. L'État ne fournit pas l'eau potable, mais les gens vont s'arranger pour boire de l'eau. L'État, contrairement à ce que veut la Constitution, ne fournit pas l'éducation. Les gens vont s'arranger pour instruire, pour éduquer leurs enfants. Vous savez, dans les pays développés, on ne sait plus quelle technique utiliser pour intéresser les jeunes à l'école. Ma troisième fille est enseignante et dernièrement, on discutait. On disait, écoutez, si on veut que les ados s'intéressent à l'école, peut-être que l'école devrait-elle commencer à 9h30. Ainsi, donc, il y a certaines écoles au Québec qui commencent leur journée à 9h30. Et je dis à ma fille, j'ai rien contre la science, mais tout ça, c'est de la foutaise. Hein. C'est parce qu'on enlève aux parents l'autorité de botter le cul à leurs enfants. Moi, mes cours commençaient à 7h30. Et faites-moi confiance, on n'était jamais en retard. Parce que nos parents ne nous auraient jamais permis d'être en retard. Et on n'avait pas d'autobus scolaire. Et quand on allait au primaire, non. On marchait sur plusieurs kilomètres pour aller à l'école. Et faites-moi confiance, à ce moment-là, l'école était en 2 temps. On allait tôt le matin, on a eu le temps de rentrer chez soi pour manger, on retournait à l'école. Jamais en retard. Alors c'est bien de dire, ouais, mais la science, ok. Une certaine science. Tout ceci pour vous dire quoi? Il nous manque qu'une chose, une seule. On va en parler tout de suite après cette dernière pause. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous manque? Une chose, une équipe de bons leaders, les amis.
Si vous reprenez l'histoire des peuples qui s'en sont sortis, il y a un élément qui revient. C'est qu'à un moment donné dans l'histoire de ces peuples, il y a une équipe dirigeante qui a présenté une vision, qui est allée chercher le consentement de la population, qui s'en est tenu à cette vision, à cette feuille de route, et qui finalement a conduit le peuple là où il est. Tous les peuples, répétais-je, qui s'en sortent, ont dû compter sur une équipe de leaders. Une équipe de leaders qui a pris conscience du fait que la population ne peut pas en rester là, qu'il faut l'amener ailleurs, qui a présenté une feuille de route, qui a présenté un nouveau contrat social, on va l'appeler ainsi, à la population. Nouveau contrat social auquel le peuple a adhéré et nouveau contrat que la population et les leaders ont suivi. Mais c'est ce qui nous a permis de conquérir notre indépendance. Il y a eu des leaders. Toussaint Louverture entouré d'une équipe. Avant lui, Macandal entouré d'équipes. Après lui, le général Jean-Jacques Dessalines entouré d'équipes. Après lui encore, le roi Christophe entouré d'une équipe. Et si on fait ce grand saut dans l'histoire, le président estimé entouré d'une équipe. C'est dans notre histoire. Je ne veux pas parler de la France, dont on aurait pu parler. Après la Seconde Guerre mondiale, la foi des Français en leur propre capacité, la foi des Français en leur propre avenir était à ce point basse qu'il fallait une équipe avec De Gaulle pour redonner espoir aux Français. Il fallait une équipe au peuple hébreu autour de Ben Gurion. Bien sûr que ce dernier a utilisé des manœuvres terroristes aujourd'hui, il faut le reconnaître, mais il s'est entouré d'une équipe qui a proposé une vision à son peuple. Et regardez aujourd'hui où se trouve le peuple hébreu. C'est la même chose du peuple japonais, c'est la même chose du peuple chinois. Le fameux miracle chinois n'a rien de particulier au regard de ce que l'haïtien a fait dans l'histoire. Il ne nous manque que cette équipe de leaders. À un moment donné, on doit se dire, tiens, j'ai suffisamment réussi dans ma vie personnelle. J'ai de quoi vivre personnellement, ma famille est à l'abri des vicissitudes existentielles. Est-ce que je peux travailler avec un tel, travailler avec une telle pour Haïti? Est-ce que vous m'avez entendu? Je vais reprendre ça. À un moment donné, il faut se dire, tiens, j'ai réussi personnellement. J'ai de quoi vivre. J'ai de quoi pour mettre ma famille à l'abri des vicissitudes. Maintenant, est-ce que je peux travailler avec un tel, une telle pour Haïti? C'est ce qu'il nous faut, les amis. Le problème d'insécurité, il est artificiel. Bien sûr que les gens ont peur, les gens se lèvent le matin, la peur au ventre, mais c'est un problème artificiel. J'ai parlé de la gentrification dans une reprise la semaine dernière, mercredi dernier, mais il y a des mains qui ne se montrent pas, des visages qui ne se montrent pas, des intentions inavouables et inavouées derrière ce problème artificiel d'insécurité. Une équipe de leaders, la bonne, saura résoudre ce problème. Haïti n'a pas un problème de pauvreté, Haïti a un problème d'appauvrissement. Nous avons une population jeune. On nous appauvrit jour après jour. Ça veut dire qu'on détourne les ressources de ce pays vers une petite poignée, à proprement parler ce qu'on appelle l'oligarchie. C'est tellement triste, hein?
Dimitri Vorbe, après avoir encaissé sans rien faire 12 millions de dollars par mois pour fournir de l'électricité, et je maudis le nom de René Préval pour ça, qui a donné ce contrat alléchant au Vorbe parce que sa femme recevait un pot de vin de 800 000 dollars par mois, imaginez. Et Dimitri Vorbe n'a jamais fourni l'électricité parce qu'il était en conflit d'intérêts. Il avait des contrats avec l'État pour fournir l'électricité, mais il avait des magasins qui vendaient des génératrices au privé pour se fournir eux-mêmes en électricité. Donc, il était en conflit d'intérêts. Il fallait du blackout pour que les génératrices se vendent. Donc, aussi longtemps qu'il y avait du blackout, les génératrices se vendaient et il se vantait, ce Dimitri Vorbe, du fait que désormais, il préfère investir en République dominicaine. Donc, il a détourné environ 1 milliard de dollars, car son contrat s'étendait sur plusieurs années, 12 millions de dollars par mois, les amis. Donc, à terme, il a détourné 1 milliard de dollars américains pour l'électricité qu'il n'a jamais fournie. Il est allé s'exiler en République dominicaine en narguant le peuple haïtien du fait que désormais il allait investir seulement en République dominicaine. Imaginez, il faut avoir le front tout autour de la tête pour dire ça. Tu voles 1 milliard de dollars aux Haïtiens parce que tu étais lié par un contrat pour fournir l'électricité. Tu vas t'installer en République voisine et tu te dis, regarde, et tu dis aux Haïtiens en les narguant, désormais j'investis en République voisine. Vraiment, ok. Il se fait arrêter aux États-Unis. Il purge quelques mois de prison et ses avocats ont réussi à arracher une entente avec les Américains. Ok, libérez-moi et je vais m'exiler en République dominicaine. Et vous savez quelle surprise attendait notre Dimitri Vorbe malveillant? Eh bien, la République dominicaine a dit non, vous ne pouvez pas rentrer chez nous. Donc, ces investissements, son argent, appartiennent en théorie désormais à l'État dominicain. Et à qui a-t-il volé cet argent? Au peuple haïtien. Et ça, c'est un peu ça aussi le reflet de notre histoire. C'est un peu ça le reflet du comportement de nos élites économiques, le comportement de nos élites politiques qui détournent les ressources du peuple haïtien vers leurs propres intérêts ou vers les intérêts des étrangers. Et le peuple continue d'attendre, de souffrir et de galérer. Tous les peuples qui s'en sont sortis, les amis, ont pu compter sur une équipe de leaders qui a renoncé à elle-même, qui a renoncé à ses propres intérêts pour le relèvement de la population. Le Québec l'a fait dans les années 60, la Révolution tranquille de Jean Lesage en 64. Les Chinois l'ont fait avec Mao. Donc pour nous aussi, les Haïtiens, ce n'est pas un problème d'intelligence, ce n'est pas un problème de main-d'œuvre, ce n'est pas un problème de mauvais sort, c'est un problème de leadership. J'espère que cette équipe de leaders émergera dans les prochains mois, dans les prochaines années. Une équipe qui indiquera à la population haïtienne la voie à suivre. Car le développement n'est pas impossible, il est à portée de main. Il ne nous manque que de bons leaders, des leaders patriotes, des leaders compétents qui s'oublieront au profit de la population. Gardons le moral, les amis, car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Au revoir.